Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur CRTV News. C'est un plateau spécial. Pour une occasion tout aussi spéciale, nous avons souhaité marquer le 51e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sera célébré ce 20 mars 2021. Une belle occasion pour ouvrir le débat, jeter un regard rétrospectif sur cette organisation. Née en 1970, c'était alors l'Agence de coopération culturelle et technique. Elle a grandi, elle a évolué, elle s'est ouverte, élargi ses missions pour devenir aujourd'hui cet outil de médiation internationale qui, au-delà de célébrer la langue française, promeut des valeurs de solidarité, de diversité, de partage, de coopération. Nous allons en parler sur ce plateau avec les invités qui nous font l'amitié de leur présence sur ce plateau ce soir. Le docteur Christian Pout, directeur par intérim des relations avec la francophonie. Bonsoir, docteur Pout. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors comme ça, à brûle pour point, est-ce qu'on a des raisons de célébrer ? Oui, je pense vraiment qu'on a des raisons de célébrer la francophonie parce qu'elle véhicule un humanisme, comme vous l'avez souligné dans votre introduction. Elle porte des valeurs qui sont des valeurs de la communauté internationale, les valeurs de paix, les valeurs de solidarité, les valeurs de partage. Il y a une convivialité en francophonie et je pense que tout cela mérite d'être salué, surtout dans une perspective camerounaise parce que le Cameroun est un maillon essentiel de la francophonie. Alors nous allons en parler, bien sûr. Cette francophonie humaniste évolue dans un monde en perpétuelle mutation, un monde qui est challengé tous les jours par des défis multiples. En ce moment, la crise sanitaire, mais il y a également les conflits, l'obscurantisme. Il y a par ailleurs le repli sur soi des États. Nous allons en parler tout à l'heure. La francophonie des peuples, c'est aussi la francophonie numérique. Nous allons en parler avec Madame Diane Ndena, présidente exécutive de Eden Africa. Alors dites-nous, ce nom est très évocateur. Vous avez voulu quoi? Construire un jardin fleuri en Afrique sur le digital. Qu'est-ce que c'est, votre association? Alors, Eden Africa, c'est vrai justement, l'idée c'est de pouvoir restituer un tout petit peu justement le jardin originel. Mais là, l'Eden, puisque c'est un sigle également, ça transcrit nos domaines d'activité qui signifie Entrepreneurship Domain Educational Network in Africa. Donc, construire effectivement un monde où on se retrouve tous et justement où il n'y a pas de frontières, c'est justement l'avantage en fait de l'économie numérique. Et nous allons parler de ces opportunités parce que la francophonie, évidemment, c'est aussi un vaste champ d'opportunités pour les femmes et les jeunes. Rappelons que le thème du prochain sommet de la francophonie prévu à Tunis en novembre prochain, eh bien, ce thème célèbre la femme combattante. Nous irons donc en Tunisie, Monsieur l'ambassadeur. Nous irons chez vous, Son Excellence Mohamed Karim Ben Béchar. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes au Cameroun depuis pas très longtemps. Est-ce que vous avez eu un choc culturel à votre arrivée ou alors vous vous êtes retrouvé un peu comme à la maison? C'est vrai que je suis relativement récent ici au Cameroun, moins de 3 mois. Mais d'abord, je suis africain, il ne faut pas l'oublier, donc pourquoi avoir un choc? Et en plus, je viens du département Afrique où j'ai officié pendant mes 4 dernières années avant de venir ici, mes 4 dernières années absolument, avant de venir ici. Et donc, je suis d'abord très agréablement, pas surpris, très agréablement marqué par l'accueil par la générosité et la diversité et la tolérance du Cameroun. Merci. Nous allons parler de cette francophonie et surtout des liens, des ponts que cette francophonie a lancé, créé entre les États à travers le monde. On est passé, docteur Christian Pout, de l'ACCT en 1970 à l'Agence intergouvernementale de la francophonie en 1998, puis depuis 2005 à l'Organisation internationale de la francophonie. Que cache ce changement de dénomination? J'imagine que ce n'est pas fortuit. Non, ce n'est pas fortuit. Vous faites bien de le remarquer. Il y a d'abord à la base de la francophonie une volonté. C'est la volonté des pères fondateurs. Et je suis très heureux que l'ambassadeur Mohamed Karim Ben Bécher soit avec nous, parce que parmi les pères fondateurs de la francophonie, il y avait effectivement le président Habib Bourguiba.
Donc pour nous, c'est un grand plaisir que M. l'ambassadeur soit là parce qu'il représente non seulement le pays hôte du sommet, mais il représente aussi le pays qui avait l'un des pères fondateurs. Il y a la volonté du président Habib Bourguiba, il y a la volonté du président Hamani Diori du Niger, il y a la volonté du président Léopold Sédar Senghor du Sénégal et il y a la volonté du prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Voilà ceux qui, au lendemain des indépendances, c'est-à-dire à partir de la fin des années 60, ont mis en place cette idée que la langue française pouvait être un véhicule pour rassembler autour de l'idéal de solidarité, de l'idéal de partage des communautés à travers les 5 continents. Et cette idée a évolué, elle a maturé, elle est devenue en 1970 à Niamey l'agence de coopération culturelle et technique. Et plus tard, avec l'adoption, avec le sommet de Hanoï, on a eu l'agence intergouvernementale de la francophonie. Et puis en 2005, on a depuis 2005 l'organisation internationale de la francophonie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que la francophonie n'a pas été, pardon, un peu bisounours au départ, hein, un peu naïve dans ses ambitions, un peu... Non, évidemment, c'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine qui ensuite est devenue une œuvre intergouvernementale, donc qui a su s'adapter aux mutations de la scène internationale, aux défis. En 1970, le monde n'est pas le monde de 2005. Donc, au fur et à mesure que l'idéal francophone évoluait et s'adaptait au contexte et à la conjoncture internationale, l'organisation en interne travaillait ces mécanismes pour les structurer. Elle travaillait également ces axes d'engagement pour que ceux-ci répondent aux besoins de l'heure. Parce qu'au-delà d'un idéal de rassemblement, il y a aussi la prise en compte du contexte dans lequel émerge l'organisation. C'est un contexte qui lui-même a beaucoup changé. On est dans le contexte de la guerre froide, on est au lendemain des indépendances, ensuite dans le contexte de la guerre froide, et puis plus tard on est dans le contexte de la globalisation. Et à chacun de ces stades-là, la francophonie a essayé d'épouser son époque pour être une organisation pertinente dans son environnement. Et c'est à cela qu'on doit les mutations qu'on a enregistrées successivement. Et aujourd'hui, si vous voyez la dynamique de la francophonie, on a une francophonie donc très culturelle. Ensuite, on a opéré avec le président Abdou Diouf un virage qui a été appelé virage politique à partir du milieu des années 2000. Et aujourd'hui, on est dans une francophonie depuis le 17e sommet. On est dans une francophonie qui est beaucoup plus sociétale. Et ça, ce virage a également été acté par les chefs d'État après le sommet d'Erevan. Une francophonie plus sociétale, une francophonie préoccupée par la jeunesse, préoccupé par le plurilinguisme, préoccupé par la question de l'égalité femmes-hommes, préoccupé aussi par des dimensions telles que l'économie numérique que nous allons célébrer à Tunis au mois de novembre si tout se passe bien, avec donc la connectivité comme thème du sommet. Donc vous voyez, c'est une organisation qui s'adapte à son époque, c'est une organisation dont les leaders ont été des visionnaires et lui ont donné un profil qui lui permettait de répondre aux mutations de son temps. Alors, c'est une organisation des pays ayant le français en partage, mais ce n'est pas une organisation exclusive des pays francophones. C'est pour ça que l'histoire de cette organisation nous est rappelée ici en anglais par Yves Fomusso. Born untanked or goodwill, la francophonie has thoroughly transcended political boundaries to connecting cultures. It owes its creation to its founding fathers in 1970 under the name Cultural and Technical Cooperation Agency. La francophonie was created in 1970 in Niger, Niamey, by 4 founding fathers. We have Léopold Sédar Senghor from Senegal, Norodom Sihanouk from Cambodge, Hamani Diori from Niger, and Habib Bourguiba from Tunisia. It became the intergovernmental agency of La Francophonie in 1998. The agency's goals and structures shifted over time until in 2005, a rebirth, the International Organization of La Francophonie. The initial mission was to foster cultural cooperation between all the states of the Francophonie and to promote the French language. 51 years down the line, new pioneers have used the French language to build bridges across borders in all of its forms. The organization evolves and integrated more missions like the promotion of democracy, human rights, the state of law, the promotion of education, and sustainable development, gender equality. Today, 88 member states, over 300 million French speakers globally, and by 2050, Africa alone could account for 85%. The numbers speak growth.
Nous parlons francophonie dans cette édition spéciale sur CRTV News. Ce 20 mars 2021, l'organisation internationale aura 51 ans. Le cinquantenaire qui devait être célébré avec faste l'année dernière n'a pas pu l'être du fait de la pandémie de la Covid-19 et peut-être un rattrapage, Inch'Allah, en Tunisie en novembre. Comment est-ce que votre pays, monsieur l'ambassadeur, se prépare à accueillir ce moment? Le 20 et le 21 novembre, effectivement, la Tunisie va accueillir à Djerba, qui est connue pour être une île de tourisme balnéaire très importante en Méditerranée, va accueillir donc le 18e sommet de la francophonie qui va coïncider avec le 51e anniversaire de la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, dont monsieur le directeur a parlé tout à l'heure, et qui a été en partie créée par notre regretté président, le premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba. Et c'est donc d'abord, il faut signaler une coïncidence assez heureuse. Le 20 mars, qui est la journée de la francophonie, correspond à la fête de l'indépendance tunisienne. Donc c'est quelque chose qui est très importante pour nous. Et donc ça sera un sommet, j'espère, présentiel à Djerba, avec plus de 88 chefs d'État et de gouvernement, avec plus de 3000 personnes présentes dans les délégations. Le thème, on en a parlé, c'est la connectivité et dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. C'est donc un thème très contemporain, très actuel, qui touche aussi bien le monde de la jeunesse que bien sûr l'entreprise, que la femme. Et nous espérons que ce sommet, qui est le premier, faut-il le rappeler, qui se tient dans un pays d'Afrique du Nord, un pays arabe également. C'est alors quel est le visage de cette francophonie justement dans le Maghreb? On a l'occasion de l'entendre de votre bouche. Absolument. Quel en est le reflet le plus fort? La Tunisie a toujours été un pays de diversité culturelle et linguistique. Le français est enseigné dans les écoles déjà au primaire, aux côtés de l'arabe, et après quelques années aux côtés de l'anglais et d'autres langues. Donc notre vocation comme Tunisie est d'être ouvert sur les cultures, sur les langues, parce que nous sommes quelque part, nous sommes les enfants de notre géographie, de notre histoire. La Tunisie ne peut pas se permettre d'être cloisonnée ou d'être enclavée. Nous avons pour vocation donc d'être ouverte, d'avoir une ouverture linguistique et culturelle. Et c'est pour ça que je pense que ce sommet sera une grande réussite, parce qu'il est abrité par un pays qui a toujours été un pays de tolérance, comme le Cameroun, de diversité. Et je dois dire que nous partageons avec le Cameroun, d'ailleurs, du trépied qui constitue la politique étrangère du Cameroun, que sont la francophonie, le Commonwealth et la coopération islamique. Nous avons au moins deux de ces pieds-là que nous partageons avec le Cameroun. Et donc, nous sommes deux pays, deux peuples avec une grande diversité et avec beaucoup de tolérance. Donc, j'espère que ce sommet-là sera un tournant pour la francophonie, comme ça a été dit par monsieur le directeur, en termes également d'ouverture sur les autres langues, sur le multilinguisme, parce que la francophonie n'est pas du tout une réserve en voie de peuple, en voie de disparition. Au contraire, c'est une plateforme pour l'ouverture sur d'autres langues, sur les langues qui sont parlées dans le monde et qui constituent, aux côtés du français, des véhicules pour l'économie ou pour les sciences ou pour les humanités. Nous reviendrons à vous dans un instant. Madame Diane Dena, you talked about your association Eden Africa. What brought you there? Why digital economy? Why la francophonie? Why did you want to link those two?
I mean, I didn't choose to link those two. It just happened. Tell us how it did. It happened because I remember my first contact with La Francophonie was in 2016. So I was called as to be part of a mission, trade mission from the headquarters, like a local expert. Because they were planning at that time like to put in place a program concerning employment and entrepreneurship for women and youth in the sub-Saharan region. So I was called as one of the experts. So they called me. Somebody told me like send your CV. I said okay, and they called me. So that's how I get into contact with them. Now I must agree that the first time I was hearing about La Francophonie, I was only thinking that maybe they promote only French. They only talk about French. So I get to know better while working with them because I was like, and even people around me, they only believe that maybe La Francophonie is only to promote French, like French speaking, promote French in all the areas. Why we see that no, not only promoting French, but also promoting all that type of activities like digital economy. Like we talk about economy, they also do diplomacy, they also do all the political aspects. So now how do I get in, as I get into contact with them, I just say to myself, okay, let's just go and explore all the possibility that this organization can offer to our environment, because our main activity in Enel African and our main target are youth and women. And also, those are the two main targets for La Francophonie. So we say, let us explore all the different possibilities that they offer to us. So that's how we went into contact. We start working with DEFEN, Direction de la Francophonie économique et numérique. So they talk about economy, they talk about numeric, digital. So we start developing some type of project, like, for example, the platform Entreprendre Cameroun, which digital platform, like to gather all the necessary information for everyone that want to start entrepreneurship in Cameroon. So we have all the information in that platform, and we work with also the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises in putting in place that platform. So we saw that this is really a great opportunity, because even after in our action in the field, many people, when we get in contact with them, they were really surprised seeing that we work with La Francophonie, but we do economy. And it's really important for La Francophonie, like, to bring out and maybe give a better visibility about all the other aspects of his activities, because in our context sometimes it's not really well known. So we seize the opportunity, like, to promote digital economy, because we believe, and even the coronavirus just like slap us, because like all of us now, we have become digital. Either you like it or not, you must become digital. So it's not like we ask you, do you want to become? You must have to become if you want to continue exist. That's why I also think that maybe the next summit is focused on that digital and economy, because this is the present and this is the future. We can't do without that. So that's how we start putting our activities and working specifically in the domain of digital and also in the domain of economy, because it's really fit the needs of our environment. And this is something really concrete and important for La Francophonie, because it's not only doing programs that are imported, it's also doing programs that really meet the needs of the specific population where the activity has to take place. So that's how we work in the daily basis. Thank you so much. Vous avez parlé de la pandémie à coronavirus. J'indiquais que cet anniversaire, le cinquantenaire de la francophonie, aurait dû se célébrer l'année dernière. Nous avons retrouvé dans nos archives une déclaration de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, qui s'exprimait justement sur les défis que cette pandémie, cette crise sanitaire impose sur la francophonie et sur les peuples du monde. Nous allons l'écouter dans cet extrait sélectionné par Adèle Sylviane Kalga. Cette pandémie, il faut la prendre au sérieux. Elle nous embête, elle nous coupe de ce qu'on aime, elle nous fait changer notre style de vie. Mais c'est la maladie et il faut qu'on la prenne au sérieux. Elle a déjà emporté beaucoup de vies humaines et il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations sur les nouvelles formes, les variants, le vaccin.
on a quand même une situation anxiogène au-delà de l'espace francophone. Alors, nous, à la francophonie, on revient sur nos origines. Le mot que j'aime beaucoup, qui est la solidarité, Oui. et aujourd'hui a beaucoup plus de sens qu'à la fondation de notre organisation. On est dans une situation mondiale qu'on doit gérer ensemble. Et j'insiste beaucoup sur le partage au niveau de la science, Oui. l'échange. Je sais qu'il y a des groupes de médecins à travers l'espace francophone et à travers le monde, des États-Unis à la France, à l'Afrique, à la Chine. C'est très important. Le monde scientifique aujourd'hui compte beaucoup pour nous. Donc, ça, c'est important. Maintenant, nous, la francophonie, en tant qu'organisation intergouvernementale, multilatérale, en grand groupe, on est la deuxième organisation après les Nations Unies en termes de membres de l'organisation. On ne peut pas ne pas avoir d'action spéciale, de soutien à nos populations, et on s'y emploie depuis le mois de mars. On a rassemblé les innovateurs, surtout des jeunes, avec une plateforme Covid-19 de la francophonie dès le début de la pandémie, mars-avril, où les inventeurs, les innovateurs du monde francophone dialoguent entre eux, échangent sur leurs créations, leurs applications. C'est fantastique. Madame Louise Mushiki-Wabo, qui est la secrétaire générale de la francophonie, était donc dans cet extrait l'invité de notre confrère Patrick Simonet de TV5 Monde. Elle parle de cette pandémie de coronavirus, une vraie gifle, vous l'avez dit, Madame Dena. Docteur Christian Pout, ce n'est pas le moindre défi de la francophonie aujourd'hui, hein? Non, ce n'est pas le moindre défi, et je pense qu'au-delà de la francophonie, c'est un défi global. Mais ce qui est admirable, et comme le soulignait Madame la secrétaire générale dans cet extrait, c'est la façon dont toutes les organisations, et la francophonie en particulier, se sont mises en branle pour essayer d'apporter du soulagement aux communautés. Elle a parlé de cette plateforme qui rassemble les inventeurs, mais il y a d'autres initiatives, et en particulier l'initiative La francophonie avec elle, qui a été mise en place par Madame la secrétaire générale et qui a été saluée et soutenue par les États. Cette initiative vise à soutenir, à accompagner les femmes qui sont vulnérables dans le contexte de cette crise, et que cette crise a contribué à précariser davantage. Elles obtiennent des moyens pour mettre en place leur activité, pour être un peu plus résilientes face à cette menace. Et au-delà de cette action, le levier de la solidarité est un levier également très important. Madame la secrétaire générale, à la demande des États francophones, et elle-même sous son initiative, a joint sa voix au plaidoyer pour la réduction de la dette des pays africains en particulier, et en tout cas des pays du Sud qui sont touchés par cette pandémie. Donc effectivement, la francophonie devient aussi un socle à partir duquel des réponses pour atténuer les effets du Covid-19 sur les États, sur les économies, sur les populations peut être élaborées. So how vocal can be la francophonie on major issues? Like COVID-19, but also terrorism, or also, you know, all the challenges that the world is facing. How vocal can la francophonie be? I think, as the Secretary General just put it very clearly, La Francophonie is the second international organization around the world. When you go to the high-level meeting in New York, she is present. She carries the voice of Francophonie states. She is there pleading on issues like peace, security, women affairs, gender equity, and she's also there in the regions. For instance, when she went to attend the last G5 summit, G5 Sahel summit, she told to the countries which are facing security threats, which are facing security crises, which
where security is volatile, she told them the message of support of La Francophonie. She was there also when the youth issues are to be discussed. So La Francophonie, I think it is a very vocal organization. She advocates where it is needed on the topics and on the pillars of the multilateral Francophone cooperation, and she do that very well. Excellence Mohamed Karim Ben Bécher, je ne vais pas m'adresser directement à l'ambassadeur de Tunisie, mais aux diplomates, justement sur cette question de la solidarité mondiale, qui est quand même mise en mal par un certain nombre de défis importants. On a parlé de la pandémie à coronavirus qui a cloisonné le monde, qui nous a ramené à des, on va dire, à des individualismes, à un certain unilatéralisme. Comment vous percevez, quel est votre regard, vous qui avez pendant longtemps quand même jeté un regard panoramique sur l'Afrique? D'abord, pour rester sur le thème de l'OIF, de la francophonie, il y a eu des initiatives qui ont été prises, comme cela a été dit par monsieur le directeur, et à la dernière conférence ministérielle de la francophonie, il y a eu une initiative très importante qui était la francophonie et la gestion du Covid-19 et post-Covid-19 d'un côté, et d'un autre côté une initiative et un appel très important pour l'accès universel au vaccin, que pour cette pandémie, comme ça a été fait pour l'AIDS, comme ça a été fait pour le sida, qu'il y ait... qu'on abandonne cette solidarité mondiale qui s'exprime. Qu'on abandonne un peu l'appât du profit et qu'on ouvre finalement les brevets, d'ailleurs il faut souligner et saluer la communauté scientifique qui a été très réactive dans cette pandémie, qui a mis en place très rapidement des vaccins, comme on le voit maintenant. Aujourd'hui, il faut pour qu'il y ait meilleur accès à moindre coût, il y a eu cet appel et d'autres appels également de l'Union africaine pour un accès universel au vaccin. Ça fait partie des élans de solidarité qui sont nécessaires dans cette phase je dirais, de crise et de désarroi humanitaire. Donc il faut absolument qu'il y ait le plus grand accès possible des populations de toute catégorie au vaccin. Et d'un autre côté, il faut qu'il y ait, moi je pense, comme on en parlait, le monde va changer et ne sera plus jamais, comme on le dit un peu de façon un peu récurrente, le monde va changer. Il y aura plus de place pour, je pense, pour la solidarité et pour l'humain, et moins de place peut-être pour tout ce qui est furtif, pour tous les gains rapides, sans qu'il y ait réellement une production, qu'il y ait réellement une valeur ajoutée pour l'homme, qu'il y ait moins finalement de gains ou d'argent virtuel, entre parenthèses, ou facile, qu'il y ait plus d'attention qui soit accordée à la personne humaine, non pas tellement en termes de ce qu'il est comme en termes de chiffre d'affaires, mais ce qu'il est comme valeur humaine, de fraternité, les principes anciens que nos populations ont connu aussi bien dans nos pays à nous, dans le monde arabe, mais si on revient également même dans les campagnes et dans les petits villages, ces principes-là existent encore, mais également on les retrouve énormément ici, dans des pays comme le Cameroun, en Afrique subsaharienne, où il y a encore cette solidarité. On voit des pays comme le Cameroun, qui heureusement n'a pas été affecté, comme les pays européens et occidentaux, par la pandémie, mais où la solidarité, la valeur de solidarité des familles, des villages, des sages, comptent énormément, et peut-être plus que les chiffres d'affaires des banques ou des sociétés ou des entreprises économiques. Je pense que c'est la grande leçon de cette pandémie, c'est revenir aux fondamentaux, revenir aux basiques, aux vraies valeurs de la vie comme on en a toujours connu avant l'éruption de la globalisation, de la mondialisation, de beaucoup d'autres choses qui ont leur intérêt, qui ont leur valeur, mais qui ont montré leurs limites lors de cette pandémie. Alors, dites-nous, Diane Dena, dans votre plateforme où vous promouvez l'entrepreneuriat jeune, où vous
vous accompagnez les femmes. Comment est-ce que vous avez pris en charge cette question justement soulevée par la pandémie de la Covid-19, la solidarité, la fraternité? Ce sont des valeurs pour le principe pour lesquelles tout le monde adhère, mais dans la pratique, c'est quand même un défi quotidien. Ah, tout à fait. En fait, on est tous rentrés un tout petit peu même à l'école en fait de la solidarité parce que jusque-là, on parle de solidarité quand il n'y a pas de problème et quand il y a un problème, justement, on se rend compte qu'il faut parfois céder une certaine partie de ces privilèges en fait au profit d'autres personnes. Et nous, par exemple, la première chose qu'on a fait déjà en termes d'organisation, en interne, par exemple, on a fait 2 mois de confinement, pardon. Il n'y avait pas confinement au Cameroun, mais les 2 premiers mois, en fait, on a travaillé exclusivement en ligne, le temps de bien s'organiser pour mener également des actions au niveau des zones rurales. Là, on a mené une action de sensibilisation dans 14 villages dans la région du Noun. Donc vraiment en zone rurale reculée où on sait qu'en ville, très souvent dans ce type d'activité, la ville a beaucoup plus accès à l'information, accès aux différents gels qui sont distribués, mais très souvent en zone rurale, c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile pour ces populations-là. Donc nous, on a choisi par exemple de mener une action là-bas, dans la région de nous, dans 14 villages, en se disant justement qu'en apportant du soutien à ces personnes à travers justement la distribution de ce matériel et aussi surtout en revenant aux règles vraiment élémentaires, le lavage des mains, franchement. À l'école primaire, quand on dit laver les mains, et il y a même une journée de lavage des mains. En fait, parfois, ça passe comme si c'était juste pour meubler, mais on se rend compte qu'en fait, coronavirus, qu'on le veuille ou pas, est revenu nous remettre un tout petit peu certaines pendules à l'heure, de se dire que revenons, prenons des choses beaucoup plus à corps et effectivement, dans notre part de solidarité, on a appuyé justement, comme je l'ai dit, ces villages-là, mais aussi au quotidien, dans nos cercles principaux, toujours sensibiliser au respect des mesures barrières, de se dire que non, ma responsabilité individuelle engage la responsabilité collective. Et ça, c'est essentiel que ce soit ainsi, que chacun comprenne que non, il y va de moi, l'autre, la sécurité de l'autre dépend également de ce que je peux faire ou de ce que je ne peux pas faire. Donc ça, c'est essentiel. On l'a transcrit dans toutes nos actions. Madame Louise Mushikiwabo nous disait, prenez cette pandémie au sérieux. On l'a entendu dans l'extrait de tout à l'heure. Dr Christian Pout, directeur des relations avec la francophonie. Moi, j'ai quand même une petite question qui fâche à la veille de cette célébration. On a l'impression que l'organisation souffre quand même, je vais pas dire d'un préjugé, mais d'un legs de son héritage historique et qui l'empêche de s'épanouir en tant que justement outil de médiation et d'influence à son maximum. C'est toujours quand même perçu comme le bras armé de la France. Quelle est la limite entre la francophonie et la France ? Je pense que c'est un reproche qui peut être fait dans la mesure où on ne connaît pas bien la francophonie de l'intérieur. Effectivement, c'est un message que l'on entend beaucoup. Je pense que l'ambassadeur est là, il peut également, même en Tunisie, dans tous les pays, on se dit, mais il y a une forme de relation incestueuse entre les États qui ont été anciennement sous influence française et la francophonie est un peu le lit de cet inceste qui se perpétue. Mais je pense que c'est mal connaître cette organisation internationale qui aujourd'hui en réalité est possédée par les pays du Sud, qui sont les plus nombreux, qui ont donc, vous connaissez le principe de un État, une voix, qui ont donc effectivement le moyen de faire basculer le consensus dans un sens ou dans un autre. Et aujourd'hui, en réalité, la francophonie devient cet instrument même de revanche historique, où un certain nombre de valeurs sont rediscutées et remises en perspective à partir d'un prisme qui n'est plus exclusivement le prisme au-delà de français, mais le prisme occidental. Si vous assistez aux discussions en interne, moi j'ai eu le privilège d'être pendant très longtemps chef du service de la coopération politique et juridique avec la francophonie. À ce titre, j'ai participé à des ministériels, à un sommet. Donc les discussions en interne et même déjà la dynamique d'élargissement de la francophonie fait en sorte que la France est un membre important, c'est vrai, mais elle est de plus en plus un membre comme les autres. Vous avez d'autres grands États à l'intérieur de la francophonie. Je peux parler du Canada.
Je peux parler de la Belgique. On peut parler de grands pays à l'échelle internationale qui s'intéressent aussi à la francophonie. Lorsque vous allez à un sommet de la francophonie, vous voyez par exemple des délégations qui ne sont pas des délégations des États membres de la francophonie, mais qui se saisissent de la présence des 88 États et gouvernements de la francophonie pour faire du lobbying sur un certain nombre de thématiques. Je me rappelle, à titre anecdotique, lorsque nous étions au sommet de Madagascar en 2016, on avait une présence chinoise qui était là et qui arpentait les couloirs et qui discutait avec tous les délégués, en particulier les délégués africains qui étaient extrêmement prisés. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la France reste un maillon essentiel de la francophonie. C'est le pays hôte du siège. Dans francophonie, il y a quelque part franc qui est un peu la racine du mot France. Mais vraiment de l'intérieur, il s'agit d'une organisation aujourd'hui où l'équilibre est mis en place et cet équilibre n'est pas toujours en faveur du bloc occidental à l'intérieur de la francophonie. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous entendre sur la question. La francophonie veut-elle échapper à son passé? Non, mais je trépignais, je voulais rebondir sur cette question, parce qu'effectivement, d'abord pour revenir, nous parlions du 50e anniversaire de la francophonie. La France n'y était pas. C'était des pays africains qui ont lancé ce grand projet de l'Agence de coopération culturelle et technique. Et comme disait Senghor, le président sénégalais, le français, parce que la francophonie, au départ, c'est une langue, c'est un véhicule, c'est une culture. Le français, c'est un trésor de guerre. Ce n'est pas, au contraire, nous l'assimilons comme étant une richesse, pas comme étant un fardeau du colonisé. Et donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur le directeur. La France est un pays parmi les 54 membres qui font partie de la francophonie. Le siège est à Paris, c'est vrai. Il y a beaucoup de lieux communs pour comme vous l'avez dit, les personnes qui ne connaissent pas la francophonie de l'intérieur, d'assimiler un peu trop vite la francophonie à la France. Mais ce n'est pas du tout ça. Il y a d'autres organisations peut-être qui sont plus affidées à l'ancienne métropole que la francophonie, mais de façon très subtile, cela n'apparaît pas. Mais ce n'est pas le cas. Le plus grand pays francophone se trouve en Afrique. C'est la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays francophone. La France vient très, très loin après. Il y a mais également, comme vous l'avez dit, le Canada, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, des pays qui sont très importants. Et donc, et maintenant, avec le développement du champ d'activité de l'OIF et de la francophonie de façon générale, c'est vraiment quelque chose qui est devenu complètement hors de propos de dire que c'est une façon de maintenir les anciens peuples colonisés sous le joug français. Il y a tellement d'autres structures de la francophonie, comme l'Association internationale des maires francophones, comme l'Agence universitaire de la francophonie, comme le Conféges, qui vient de voir à sa tête élue une Camerounaise. Tout à fait. Lisette René Toby, que nous saluons évidemment. Absolument. Elle fait la fierté de notre pays. Donc c'est quelque chose qui est devenu plus... Et je crois que la France est consciente de ça, de toute manière. Elle n'a pas du tout, comme pays hôte, intérêt à ce que ça devienne une chasse gardée, ou quel est le contrôle sur des pays qui sont majeurs d'abord, et qui sont très soucieux de leur souveraineté, et qui sont très importants du point de vue de la population, du point de vue économique. Alors, la francophonie des peuples, la francophonie culturelle, elle s'adosse sur une langue, la langue française, et ça fait partie des défis. Dr Christian Pout, on va parler après ce reportage de Gaël Obono qui s'inquiète ou qui souligne le recul de la langue française comme outil, comme véhicule. Et parfois, ça c'était également notre cliché attaché à la francophonie. Ce serait justement une organisation qui tenterait de s'accrocher à une langue en voie de disparition. Alors qu'en est-il? Quels sont les défis qui se posent à cette francophonie? Gaël Obono. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Le soft power de la France ne manque pas d'arguments. L'on compte environ 275 millions de locuteurs de la langue de Molière dans le monde. La francophonie fait face depuis plusieurs années
a d'intenses questionnements, notamment quant à son avenir. En effet, de nombreux reculs sont à noter pour la langue, y compris dans des pays pourtant considérés comme piliers de la francophonie. La culture francophone s'efface petit à petit, le plus souvent au profit de l'anglais. On constate le phénomène en Égypte et plus récemment au Rwanda. De même, le français est en perte de vitesse sur la scène internationale, d'où l'importance de redéfinir une ligne politique claire en matière de défense de la francophonie, d'en faire un véritable outil d'influence. Défendre la francophonie par l'enseignement est un autre défi à relever. L'on compte 496 établissements scolaires français dans 137 pays, des chiffres à faire évoluer. Enfin, la francophonie a pour défi de défendre les États francophones et ses partenaires. La France doit prioriser certains partenariats dans tous les domaines, sport, culture, développement. Par exemple, cela peut s'envisager par le fait de remercier les pays piliers de la francophonie et de leur accorder des avantages significatifs en échange, conformément à la logique réaliste des relations internationales. C'est une édition spéciale sur CRTV News que vous suivez depuis presque une heure maintenant pour marquer le 51e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce 20 mars 2021. Nous en discutons avec nos invités, son Excellence Mohamed Karim Ben Becher, ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Madame Diane Dena, présidente exécutive de Eden Africa, et Dr Christian Pou, directeur des relations avec la francophonie. Dr Pou, dans le domaine du soft power, on vient de voir que le français ne vole pas très haut. Oui, Cinquième langue parlée dans le monde, c'est un recul inestimable. Bon, vous savez, le français a toujours été dans les enceintes diplomatiques. Si vous allez à la SDN, c'était la langue française. Bon, maintenant, avec l'évolution, les Nations Unies, le français est moins parlé. Mais on peut dire cinquième langue dans le monde, mais par exemple, quatrième langue sur Internet. Donc, je me dis tout ceci est relatif. Dans la mesure où la francophonie met beaucoup l'accent sur la langue française et le plurilinguisme, ce n'est plus tellement aujourd'hui l'idée de la défense tous azimuts de la langue française, mais il y a aussi derrière l'idéal francophone du plurilinguisme. Par exemple, dans nos pays africains, la France soutient beaucoup les langues nationales parce qu'en réalité, une langue, c'est un véhicule. C'est quelque chose aussi qui évolue et qui s'adapte à son époque. Et ça, la francophonie l'a compris. Elle reste très, très à cheval sur la défense de la langue française en tant que telle, mais elle accepte bien que cette érosion fasse partie d'une dynamique presque irréversible, bien qu'elle s'engage à travers différentes initiatives pour essayer de la contrôler, pour essayer de la maîtriser. Et c'est pour ça que l'investissement sur la jeunesse en particulier est un investissement très fort pour la francophonie. À travers une éducation, une formation de qualité, comme l'a rappelé votre reportage, la francophonie investit. Il y a à peu près 154 millions d'apprenants en français à travers le monde. Et cette population en 2060 sera de près de 350 millions. Et la francophonie est très très consciente donc de cette dynamique qui est une dynamique en faveur de l'expansion de la langue française. Donc on peut regarder les choses, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais en francophonie, avec des États comme le Cameroun, comme la RDC et comme la Tunisie, où le cœur de la francophonie bat au milieu du monde jeune, on pense qu'il faut regarder le verre plutôt à moitié plein avec optimisme. Je vais poser la question à Madame Diane Dena. Vous sentez francophone, vous qui parlez le français, l'anglais, l'espagnol, votre langue maternelle, je suppose, et d'autres encore. Le fait, voilà. Le fait, alors voilà, dites-moi. Vous vous sentez quoi? Francophone, francophile? Je me sens humaine, tout simplement. Et en fait, j'avoue également que c'est ce qui ne m'a pas dérangé du tout à travailler avec la francophonie également, parce qu'il ne s'agit pas d'absorber les gens, mais il s'agit d'accepter justement que nous soyons différents, mais de célébrer la diversité justement et de célébrer cette différence-là, mais de travailler ensemble dans cet environnement-là. Et comme je dis, c'est quelque chose qui nous a tout à fait plu de travailler dans ces conditions-là, de dire qu'on respecte les langues des uns et des autres. Et vous allez même être surpris que justement, dans l'un des axes de la stratégie économique de la francophonie,
on parle justement même de produire des contenus en langue locale. Parce que ça, c'est fondamental d'être dans un environnement où vous parlez. L'essence d'une langue, c'est quoi? C'est de communiquer. Donc, et si on communique en français, on peut vanter le français, certes, mais on peut communiquer également dans d'autres langues et non ne pas frustrer ces populations-là. Et ça suscite davantage justement l'adhésion de ces populations locales-là à se reconnaître justement une organisation qui ne vient pas les absorber, mais qui vient effectivement célébrer la richesse du peuple qu'ils sont. Parce que chaque peuple également avec sa langue a une certaine richesse qui s'est contenue dans sa langue. Donc, célébrer également cette richesse-là. Et je crois en fait que la francophonie a bien fait de s'adapter et de s'améliorer. Et je suis sûre qu'elle s'améliorera également de façon continuelle, de s'inscrire dans ce processus d'amélioration continue, de dire que je ne me limite pas simplement à parler de diplomatie ou à promouvoir le français, mais je tiens compte en fait des valeurs, des acquis des peuples vers lesquels je vais promouvoir ma langue. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc moi, je me définis comme une citoyenne du monde. Voilà, c'est ça. C'est pour cette raison également, peut-être que je parle plusieurs langues, parce que ça, c'est aussi important de se retrouver dans différents environnements. Et c'est aussi une richesse, en fait, de cette culture plurielle. Et en fait, à la fin de la journée, tu célèbres la beauté et tu considères chacune de ces cultures comme une richesse à promouvoir. Alors, cette option inclusive de la francophonie, du français à côté d'autres langues, vous pensez également qu'elle n'a pas été suicidaire ? Au contraire, ça a été plutôt un très bon vecteur d'attraction vers le français, parce que c'est une langue qui n'est pas parasitaire, qui laisse un espace de développement pour les langues locales, pour les langues comme en Tunisie, l'arabe ou le tunisien. Mais à côté de ça, le français est une langue qui est parlée. D'un autre côté, il ne faut pas oublier quand même que le français a fait preuve, enfin la langue française, si on peut la définir comme étant une personne, a fait preuve de beaucoup d'humilité et de modestie, parce que c'était la lingua franca dans le passé, pas très lointain, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était la langue diplomatique, tous les actes, tous les traités étaient rédigés en français, la Société des Nations, mais également la Cour internationale de justice, etc. Donc c'est une langue qui a fait preuve, qui a pris acte de son relatif recul par rapport à l'anglais, il faut le dire, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un fait que personne ne peut occulter, mais ce n'est pas grave, parce que à côté de ça, il y a eu une invention de la francophonie au-delà du véhicule linguistique. La francophonie n'est pas seulement une langue, c'est également des valeurs, c'est une approche humaine, culturelle. Il ne faut pas oublier que le français a connu un regain d'intérêt grâce à l'Afrique aussi. Ça, il faut le souligner, que l'avenir de la langue française se trouve désormais en Afrique. Il ne faut pas oublier que des investisseurs étrangers qui n'ont rien à voir avec le français et qui parlent tout à fait un autre langage, qui n'est même pas l'anglais, commencent à apprendre le français pour pouvoir investir dans des pays qui ont le français comme langue. Ça, c'est très important. Mais même des pays qui ne sont pas du tout, très présents en Afrique, même des pays qui sont, par exemple, au nord de l'Europe, pour eux, adhérer à l'OIF est une sorte d'opportunité économique très importante, parce que ça leur permet une ouverture sur des marchés comme le marché africain ou le marché asiatique aussi, il ne faut pas l'oublier. On parle encore un peu français au Cambodge, au Laos, au Vietnam, etc. Donc c'est très très important qu'on voit des pays également qui sont membres associés, certes, mais qui ont beaucoup d'intérêt pour l'OIF et pour la francophonie, comme des pays du Golfe, etc. Ce n'est pas un hasard que cette intelligence de la francophonie de se déployer autrement et donner une seconde chance aux Français. Et dans les rues de Tunis, on parle le français spontanément? Dans les rues de Tunis, on parle un sabir. Alors, on parle le tunisien. Le tunisien, le tunisien, le dialectal. Bien sûr, il y a la langue académique, la langue arabe, qui est une langue qui est parlée de l'Atlantique jusqu'au pays du Golfe. Mais le tunisien moyen ou
parle un mélange. C'est la résultante de notre brassage culturel et de civilisation. Nous parlons beaucoup de Tunisiens, mais avec de l'argot et en perpétuel changement. Les jeunes ont inventé un Tunisien à eux que les vieux ne comprennent pas. Et donc, mais c'est l'évolution et c'est l'évolution de la vie. D'accord. Alors, docteur Christian Pout, abordons à présent cette francophonie, outil de médiation, outil d'intervention et pont entre les peuples. Revoyons la francophonie dans cet environnement mondial que je décrivais à l'introduction de cette émission, faite de guerres, de conflits, faite de la montée des irrédentismes. De quelle manière la francophonie intervient-elle, par exemple, dans la résolution des conflits? De quelle voie pèse-t-elle? Ou alors de quels moyens d'action dispose-t-elle pour intervenir dans ce champ-là? Merci, c'est vraiment une excellente question qui me permet de dire deux choses. La francophonie a toujours été dans l'anticipation. Lorsque vous regardez les documents qui sont considérés, au-delà de la charte de la francophonie, mais qui sont considérés comme des documents qui sont à la fois cadres de référence et cadres d'action, je pense ici d'abord à la déclaration de Bamako. C'est des documents qui sont assez avant-gardistes sur la manière dont il faut absolument faire en sorte que les droits de l'homme, les questions d'élections transparentes, libres, qui sont souvent des questions qui peuvent entraîner des conflits, des malentendus, les questions de dialogue politique à l'intérieur des États. Donc la francophonie s'est dotée d'instruments qui permettent effectivement de baliser le chemin et de définir quelque part les fondamentaux de codes de conduite qui permettent d'anticiper sur les conflits. Ça, c'est le premier instrument. Il y a un deuxième instrument qui a été très important, justement en lien avec la question de la prévention des conflits, c'est la déclaration de Saint-Boniface qui a été adoptée en 2006, au mois de mai 2006, à Winnipeg au Canada, à Saint-Boniface. Et dans cette déclaration de Saint-Boniface qui est intitulée sur la sécurité humaine et la prévention des conflits, la francophonie prend acte justement de cette transformation du monde, de la montée de la conflictualité pour différentes raisons, et elle est l'une des premières organisations à avoir défini la logique de prévention comme une logique à partir de laquelle il faudrait agir pour ne pas être contraint d'éteindre le feu avec une dimension sécuritaire, une réponse létale. Et vous allez voir que je parlais de 2006. C'est en 2015, par exemple, que le secrétaire général des Nations Unies adopte un programme sur la prévention de l'extrémisme violent. Donc vous voyez que la francophonie a été à l'avant-garde de cette vision du monde, où la prévention est au centre de la démarche pour éviter que le monde ne se transforme en brasier. À côté de cela, il y a aussi le travail de diplomatie préventive qui est mené par la secrétaire générale dans le cadre de ses missions. Et au-delà de la secrétaire générale, il y a aussi ce qu'on appelle les missions d'information et de contact à l'intérieur des États lorsqu'il y a des situations de crise. En ce moment, il y en a une qui s'est déployée en Haïti. Donc c'est pour dire que la francophonie est présente aussi sur le terrain de la diplomatie préventive. Elle a développé une batterie de cadres de référence et de cadres d'action pour accompagner l'engagement des États dans cette réponse-là. Dans votre, j'interroge votre carrière de diplomate, etc., justement sur cette question des conflits, la prévention et de la résolution des conflits, est-ce que vous avez pu voir la francophonie à l'œuvre, par exemple sur le continent africain, que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs, sur d'autres terrains de conflit? D'abord, la francophonie en tant qu'organisation a beaucoup évolué, comme on l'a vu. Donc c'est devenu une organisation qui a un certain nombre de compétences en termes de politique, en termes de valeurs, de droits de l'homme, de contrôle, de démocratie, d'état de droit, de contrôle des élections au niveau, par exemple, nous avons eu plusieurs missions de l'OIF qui sont venues en Tunisie lors des élections, etc. Maintenant, comme organisation en tant que telle, au niveau de la médiation pour la résolution des conflits, autant que je me souvienne, il n'y a pas de véritable mission, mais les États qui font partie de la francophonie participent à plusieurs missions de maintien de la paix, dont la plupart d'ailleurs sont en Afrique, comme la Tunisie par exemple, en République centrafricaine ou en République démocratique du Congo. Elle aide à travers une médiation également très souvent discrète, pas très visible, mais en backstage, au niveau des conflits qui peuvent surgir là, ici ou là,
dans des pays francophones pour mettre les deux belligérants dans une situation de dialogue. Alors vous qui travaillez avec les jeunes dans cet espace d'opportunité que la francophonie vous offre, est-ce que ces questions-là sont abordées sur la manière d'intégrer ces valeurs de la francophonie pour être aussi des ambassadeurs de la paix? Effectivement, la première chose peut-être que je vais dire pour dire ce que j'ai dit au début de cette émission, c'est déjà que pour plusieurs jeunes n'ont pas une bonne compréhension de ce que c'est que la francophonie, de ce que c'est que, quelles sont les missions de la francophonie. Voilà pourquoi j'ai parlé d'action, de densifier davantage les actions de visibilité, de ce que c'est que la francophonie réellement. Et du coup, en fait, la francophonie, dans les actions que nous avons faites, par exemple, nous avons mené dans les 4 régions, nous avons fait des actions dans la Damawa, à l'ouest, dans le centre et dans le littoral également. Et la première question, c'était, bon, la francophonie, là, en fait, ça nous sert à quoi? Le français, là, ça nous sert à quoi? Pour reprendre exactement les expressions qui étaient prononcées. Et peut-être le docteur Poudry, ça peut paraître risible, mais c'est ça à la fin ce qui se dit, ça me sert à quoi? Quelle est la plus-value? Mais très peu ont une réelle compréhension de ce que c'est. Donc, on a fait des actions d'information, des actions de communication, et justement, même avec la direction de la francophonie, le ministère des Relations extérieures, même dans le Mongo, lors du festival du Mongo. Et c'était l'occasion justement de partager avec ces jeunes-là, de dire que non, et en fait, il y a une panoplie d'opportunités qui vous sont offertes. Et justement, certains postulent justement aux différentes offres qui sont faites justement d'être des volontaires. Parce qu'il y a tout un programme justement de volontaires de la francophonie. Et plusieurs postulent justement pour travailler. Parce qu'après, quand on explique, ils comprennent que non, en fait, c'est une francophonie qui est utile, elle n'est pas futile. Pas seulement le français, parce qu'après, vous connaissez aussi dans notre environnement, on s'est dit que bon, le français, ça se limite au Cameroun. C'est un peu l'expression qu'on a souvent que c'est bien d'apprendre l'anglais parce qu'à l'international, c'est l'anglais, etc. Mais ce n'est pas toujours vrai. Du coup, il est essentiel justement de leur dire qu'en plus de la langue qu'est le français, il y a des opportunités qui vous sont offertes. Et quand on le fait, justement, ces jeunes-là sont effectivement disponibles de participer aux missions, de participer aux actions, quel que soit le domaine qu'il s'agisse de promouvoir la paix, de promouvoir également la diversité culturelle. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir avec même l'association des journalistes culturels, voilà, Laurentine Assiga, voilà, de Laurentine Assiga. Dans tous les domaines, en fait, ils sont volontaires, ils en demandent, mais il faudrait qu'ils aient une bonne compréhension et que on sache également comment le faire. Donc peut-être aussi, ce serait une bonne action que le ministère de la direction de la francophonie, du ministère des Relations extérieures devra davantage densifier cette communication-là, de vraiment donner le visage de la francophonie utile, de la francophonie qui répond très spécifiquement aux besoins. Et j'avoue que moi, au fur et à mesure que j'avance, j'apprends davantage et je vois vraiment qu'elle est utile. Elle est utile en termes d'offres, elle est utile en termes d'opportunités, elle est utile en termes de ressources également. La secrétaire générale de la francophonie a parlé tout à l'heure de la plateforme Covid-19. Moi, j'ai parlé là-bas avec tous les jeunes des autres pays membres de la francophonie et c'était franchement extraordinaire de voir justement que dans ces différents échanges-là, on a tellement d'idées ingénieuses qu'on arrive à partager, qu'on arrive également à recevoir. En fait, on s'enrichit justement de plateformes pareilles. Donc, vraiment, les jeunes veulent, mais parfois, il faut encadrer ça aussi et ce serait certainement l'action de la direction de la francophonie et du ministère des Relations extérieures de créer un cadre local. Pas simplement que ce soit des actions qui sont menées à partir du siège ou alors à partir du bureau de l'Afrique centrale, comme c'est ce que nous menons actuellement dans des actions avec le bureau régional de l'Afrique centrale ou alors le bureau siège, mais que des actions également au niveau local soient davantage densifiées. Voilà. C'est une nouvelle mission que j'imagine le docteur Poud prendra à cœur, inscrira dans son agenda d'action. La francophonie a 51 ans ce 20 mars 2021 et nous parlons du parcours de cette organisation, de ses opportunités, de ses actions, mais tout à l'heure aussi, et nous allons conclure par là, de ses défis pour demain, comment elle se projette. Mais un petit arrêt sur la manière dont cette célébration se prépare au Cameroun principalement. De nombreuses activités sont organisées, notamment à Ngaoundéré. Nous allons vous amener avec Papin Boumsong. Le campus numérique francophone y a organisé un concours de poésie qui était ouvert à tous les étudiants. Regardons cela dans ce reportage.
Organisée chaque année autour du 20 mars, la Journée internationale de la francophonie est le rendez-vous des mots, des vers, de la langue française. Au Cameroun comme partout ailleurs, c'est un événement attendu, un rendez-vous privilégié pour les passionnés de la langue de Molière. Une série d'activités ainsi prévues dans quelques régions du pays, notamment dans la région de l'Ouest, avec le concours Parole en liberté. Parole en liberté, c'est le concours national de l'éloquence lancé depuis lundi dernier dans la ville de Thian. 2 ateliers principaux réussissent sa prise de parole en public et l'expression écrite sont au menu de ce concours. Expression verbale, diction, l'art de la parole, l'amour de la langue. Les mots poursuivent leur parcours dans la région de l'Adamawa. À Ngaoundéré, le campus numérique francophone organise un concours de poésie. Initié depuis début mars, il s'achève le 19 mars prochain et est ouvert à tous les étudiants du 1er au 3e cycle des établissements de l'AUF basés dans la région septentrionale du Cameroun. Ce concours a pour objectif la sensibilisation autour de la pandémie liée à la COVID-19, des gestes barrières en gros, promouvoir l'utilisation de la langue française pour parler d'un sujet commun et crucial, la santé. L'amour de la langue française est commun et les mots des âmes qui servent et serviront toujours un idéal commun. Nous nous acheminons vers la fin de ce rendez-vous sur CRTV News depuis 21h15. Nous parlons de l'Organisation internationale de la francophonie qui célèbre ses 51 ans ce 20 mars 2021. Je vais me tourner dans ce dernier tour de table vers l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun, son Excellence Mohamed Karim Ben Bécher. Le sommet de Tunis de novembre sera, on va dire, en quelque sorte un sommet de la relance après, on va dire, une année sombre, l'année dernière qui a empêché sa tenue. À l'occasion, quelle francophonie voudriez-vous voir sortir de ce sommet de Tunis ? Comme je l'ai dit au départ, ce sommet très certainement va marquer un tournant dans l'histoire de la francophonie pour 2 raisons. La première raison, c'est que nous sortons, ou bien j'espère que nous sortons de cet épisode pandémique qui a complètement paralysé les échanges d'abord entre personnes et puis de façon plus au-delà l'économie, la croissance est en berne. Donc le premier défi de ce sommet-là, c'est d'abord remettre la croissance en marche des pays qui sont membres de la francophonie par des actions qui sont essentiellement basées sur le thème de ce sommet qui est la connectivité dans la diversité. C'est le programme en lui-même est un objectif parce qu'il ne s'agit pas de se cantonner dans l'espace francophone, mais d'aller au-delà de l'espace francophone, de prendre en compte la diversité des pays qui parlent le français, mais pas seulement le français, comme le Cameroun par exemple, et donc à travers le numérique qui pourrait être un vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Comment redémarrer, relancer la croissance, créer plus d'emplois, rapprocher la jeunesse francophone davantage à travers justement tous ces comités ministériels permanents comme la Conféges, comme la Confémen, qui est la conférence des ministres de l'enseignement de l'éducation nationale, renforcement d'une façon plus générale de la connaissance réciproque d'autrui, l'enrichissement mutuel entre les cultures francophones et les autres cultures, les cultures domestiques, les cultures non francophones. Je pense que ça va être le challenge. Donc, je répète, ça va être un sommet qui va être un sommet qui a été annoncé depuis 2016. Donc, de bonne heure, au sommet d'Antananarivo. C'est la première fois qu'on annonce la tenue de 2 sommets en même temps. On a annoncé la tenue du sommet d'Erevan en Arménie en 2018 et en même temps, on a annoncé la tenue du sommet de Tunis en 2000, à l'époque. C'était en 2020 pour rendre hommage au père fondateur Bourguiba pour célébrer le 50e anniversaire
de l'accord créant l'agence de coopération culturelle et technique. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais je pense que ça ne peut être que bénéfique. Nous aurons le temps de nous préparer. Nous nous sommes déployés à Djerba, qui est une île qui est très connue. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent « Ah bon, Djerba, c'est en Tunisie ». Donc, c'est une occasion pour promouvoir également la destination tunisienne, parce que vous savez que nous sommes un pays de tourisme également. Et Djerba est l'une des destinations touristiques les plus prisées, les plus courues. C'est également une possibilité de profiter de l'infrastructure de cette île avec une offre en termes d'hôtels très importante, en matière de sécurité également. C'est une île en termes de beauté, de pouvoir bénéficier en novembre, qui est en Tunisie. Du beau temps. L'automne, mais bénéficier du beau temps parce qu'on est à Djerba. Et si vous permettez, si je peux montrer le logo du sommet de Djerba, si j'ai une caméra en face de moi, pour que je puisse donner cette vision graphique du logo du sommet de Djerba. Donc, comme vous voyez, c'est en français, mais également quelques clins d'œil à la calligraphie arabe. Et c'est très joli, ça en explique tout cas. Enfin, ça veut dire, ça rend hommage un peu à la diversité de la Tunisie à l'intérieur de l'espace francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Au plaisir, peut-être de nous retrouver à Djerba. On touche du bois, Inch'Allah. Si cette pandémie nous le permet, ce sera avec plaisir de nous retrouver là-bas. Je vais me tourner vers vous, Diane Dena, à présent. Je rappelle que vous êtes présidente exécutive d'Eden Africa, qui est une plateforme numérique qui accompagne les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat, notamment. De quelle francophonie rêvez-vous? De la francophonie utile. Ça, c'est la belle francophonie. Eden Africa, c'est une organisation, juste préciser, une organisation qui accompagne les jeunes et les femmes au-delà du numérique. On fait des programmes, on met en œuvre justement également des programmes de développement local et de développement durable. Et vous me donnez aussi l'occasion de partager un projet. Certainement, le directeur qui est là va davantage mettre l'emphase là-dessus. Un projet qui est une grosse opportunité. Et c'est cette francophonie utile et d'opportunité que moi je veux vivre et que je vis jusqu'à maintenant. C'est un très gros projet qu'on a démarré en février de cette année 2021 avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, Eden Africa fait partie des 4 organisations, donc du consortium des 4 organisations qui pilotent ce projet-là. Le projet, en fait, c'est le projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Et c'est un projet qui est financé par les États ACP et l'Union européenne à hauteur de 4 millions d'euros, 4 200 000. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un gros projet. Et là, c'est comme je dis, c'est une francophonie utile parce qu'en fait, c'est véritablement valoriser la recherche. La recherche et que dans nos universités, que les recherches ne soient pas simplement pour les savants, que ce ne soit plus un cluster de savants après et la société de l'autre côté en face, mais qu'on arrive à avoir des recherches en fait qui servent à améliorer le quotidien des uns et des autres. Et c'est ça le challenge de ce projet-là. Et justement, c'est aussi l'occasion de dire ici que les personnes qui nous écoutent peuvent aller soit sur les plateformes d'Eden Africa ou alors sur les plateformes de l'IFDD ou des États ACP de l'Union européenne pour avoir les informations. Parce que c'est un projet que nous pilotons, mais c'est le principe du projet, en fait, c'est faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appels. On a commencé déjà des appels à projets, des appels à initiatives, des appels d'offres qui sont diffusés chaque jour. Et vraiment en toute transparence. C'est vrai qu'au Cameroun, on aime souvent dire que les choses se font uniquement entre certaines personnes qui se connaissent. Mais je vous assure que la transparence y est dans le fonctionnement, dont les personnes sont également invitées justement à postuler, à participer et à profiter justement de l'opportunité qu'on leur donne de saisir ça et ne pas dire en fait que ça concernait un groupe de personnes. Parce que c'est aussi ça l'idée qu'on a souvent des organisations internationales, de se dire que non, ça concerne une catégorie de personnes avec des réseaux précis. Ce n'est pas vrai. Je le dis, j'en suis la preuve en tant qu'organisation, mais également en tant que personne. Donc véritablement, Lionel Samni, qui dirige ce projet-là au niveau de l'IFDD au Canada, on a travaillé ensemble justement pour rechercher des fonds
voyez un peu comment également cette francophonie-là fonctionne. Donc ce ne sont pas simplement des fonds internes de l'organisation, mais travaille également à trouver d'autres sources de financement, donc d'autres ressources, mobiliser d'autres ressources pour pouvoir justement appuyer des actions et répondre spécifiquement aux besoins de ces États. Donc moi, je rêve de cette francophonie et je vis jusqu'à maintenant et j'espère vivre davantage justement cette francophonie utile et cette francophonie d'opportunité. En tant qu'entrepreneur, vraiment l'opportunité pour moi, c'est un mot qui me parle et vraiment je souhaite que les autres également puissent profiter de cet éventail d'opportunités-là. Et en fait, si vous pouvez nous contacter aussi à Eden Africa, on sera disponible de préciser davantage et peut-être d'accompagner des personnes à profiter davantage d'opportunités qu'offrent les actions de l'OIF. Merci beaucoup Diane Dena pour votre présence, docteur Christian Pout. D'abord, commençons par cette interpellation, cette francophonie utile que Diane Dena vit et souhaite faire partager aux autres. Elle souhaiterait que cette francophonie utile soit plus connue. C'est une feuille de mission déjà pour vous, non? Je pense que cette feuille de mission est dans la volonté même, je pense, des très hautes autorités camerounaises. Lorsque le ministre des Relations extérieures nous a demandé pour cette célébration du cinquantenaire et du 51e anniversaire de la francophonie de mettre l'accent sur la communication, c'était effectivement dans l'idée de bien faire comprendre aux Camerounais la volonté du chef de l'État de faire en sorte que notre appartenance à toutes ces organisations internationales, la francophonie, le Commonwealth, l'Organisation de la Conférence islamique et toutes les autres auxquelles nous appartenons, de bien faire comprendre à nos compatriotes que la volonté du chef de l'État est qu'ils saisissent l'opportunité de l'appartenance du Cameroun à ces organisations pour faire des projets, pour être bénéficiaires d'un certain nombre d'initiatives qui sont déroulées par ces organisations à travers les projets, les programmes qui sont lancés et de se les approprier. Ce message va en particulier à la jeunesse, à laquelle le chef d'État a demandé d'oser, de créer et d'innover. Nous avons un bon exemple avec Diane, effectivement, à travers son engagement, mais aussi à travers l'engagement d'autres partenaires. Le Cameroun est bénéficiaire de ce projet PDTIE avec à peu près 2 milliards de francs CFA qui vont être mis sur la table pour encourager des initiatives. C'est le sens même de l'engagement du Cameroun à ces organisations internationales. Donc effectivement, c'est pour dire qu'il y a une interpellation, mais en fait il y a une interpellation qui rejoint une dynamique qui se fait déjà. Elle découle de la volonté présidentielle, elle est mise en œuvre par Monsieur le ministre des Relations extérieures et nous sommes les chevilles ouvrières de cette dynamique-là. Et on va continuer le travail. En une minute pour conclure, docteur Pout, et demain la francophonie? L'humanisme, la solidarité, le partage, et pour le Cameroun, évidemment, une fenêtre d'opportunité. En tout cas, merci à tous d'avoir honoré cette invitation pour ce plateau spécial organisé sur CRTV News pour marquer le cinquantenaire, la 51e édition. La création de l'Organisation internationale de la francophonie en 1970, un idéal naissait de la volonté des pères fondateurs de créer un nouvel humanisme. Cet humanisme est en marche, il s'enrichit au fil des défis que le monde lui impose. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui s'inspire de son parcours, de sa diversité, pour créer un monde meilleur, un monde de tolérance, de partage pour tous. Merci infiniment de votre aimable attention. Son Excellence Mohamed Karim Ben Béchar, merci de votre présence. Vous êtes l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun. Diane Dena, merci. Présidente exécutive de l'association Eden Africa, et puis Dr Christian Pout, directeur des relations avec la francophonie. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks to CRTV. Merci à vous de votre présence, merci de votre fidélité à notre antenne. Merci de rester sur CRTV News. L'info se poursuit.